Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un épisode de Beats by Beats, le podcast qui décortique vos jeux favoris. Comme toujours, je suis Lucas, je suis accompagné de mon unité de reconnaissance Ellie. Bonjour, je suis l'unité de reconnaissance A62 Ellie et aujourd'hui on va traiter de jeu 13 Sentinelles. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, Shinji, on monte dans le robot. Je suis quasiment sûr que nos confrères de fin du game l'ont fait celle-là, mais bon, je pouvais pas passer à côté. Avant de commencer, avant d'écouter une petite musique, je voulais remercier le studio W qui nous accueille aujourd'hui gracieusement pour nous enregistrer. Et par là même remercier également la plateforme Podcastix qui héberge gracieusement notre podcast. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, 13 Sentinelles, nom court de 13 Sentinelles Aegis Rim, enfin, deuxième partie de nom que j'ai toujours pas compris. Hmm. Par qui ça a été produit, Ellie? Alors, c'est un jeu qui a été du coup fait par VanillaWare. VanillaWare, c'est un petit studio de développement dont personne n'a jusque-là jamais trop entendu parler. Ils ont fait déjà un premier jeu qui était sorti sur PS3 et PS Vita à l'époque. En réalité, ils ont fait beaucoup plus de jeux que ça. Ils sont actifs depuis 2006. Hmm. Mais effectivement, leur jeu précédent date de 2013, c'est Dragon's Crown, et effectivement, PS Vita, PS3. Voilà, et récemment, ils sont aussi connus entre grands guillemets, pour Unicorn Overlord, qui est une sorte de RPG tactique avec un système de combat un peu particulier. Et du coup, ce qui revient notamment, c'est l'aspect particulier, puisque 13 Sentinelles, c'est un jeu, ma foi, plutôt original. On va y revenir. Mm-mm. Donc, 13 Sentinelles, il a été édité par Atlus. Atlus, donc, ça, vous connaissez certainement plus, c'est l'éditeur des jeux, notamment Persona, qui existe depuis déjà belle lurette maintenant. Ils étaient déjà à la présence sur la Ouais. Dreamcast avec des jeux comme Mechanics ou ce genre de Oui, choses. et puis Persona, c'est un spin-off de Shin Megami Tensei. Qui donc est c'est- déjà, voilà, qui prédate. voilà, qui avait déjà son influence bien avant Persona. Donc tu l'as pas précisé, mais c'est un studio japonais. Et Mhm. donc ça s'explique la collab avec Atlus, qui est également japonais. Voilà, et d'une manière, on ressent le Japon hein, quand on joue à 13 Sentinelles, ça c'est indéniable. Donc le jeu il est sorti en 2019 sur PlayStation 4, du coup le Uniquement au support Japon, d'origine, du coup. uniquement au Japon, Mm. puisqu'après il y aura une sortie 2020 du coup pour le reste du monde, ce qui fait que le jeu a notamment été testé sur la base de l'import hein, à l'époque par les critiques, et il y a une réadaptation qui est sortie sur Switch et qu'on vous conseille d'ailleurs énormément et Elle qui est est très très sortie en bien. 2022 puisque la version Switch elle est bougrement bien faite. Alors on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quelques petits ralentissements en fin de jeu, notamment sur les batailles, mais comme c'est des batailles avec pause active, c'est pas vraiment un problème. Mhm. Mais sinon, le portage ouais, est très très qualitatif. Et donc c'est un jeu qui s'est vendu à peu près 1 million d'exemplaires, ce qui en fait quand même un studio relativement correct, surtout pour un Ouais. studio qui n'est pas forcément un gros studio à la Ubisoft ou ce genre de choses. Et pour le coup, il a été plutôt bien reçu par les critiques, puisqu'on a une note moyenne de 85. Une note métacritique de 85. C'est pas, ça se hisse pas au rang des plus grands jeux de tous les temps, hein. Là, quand on veut atteindre ce titre, on met au-dessus de 90. Mais 85, c'est très correct, hein. Ça équivaudrait à un 16, je dirais, dans une notation. Et puis bon, malgré tout, il a quand même été nominé au Best Narrative, au Game Award de 2020. Et c'est un jeu qui, même s'il n'a pas forcément la prétention d'être parmi les plus grands, il peut s'y Ouais, glisser il assez vite chatouille d'une quand même certaine un peu manière. le sommet. Euh, on a quand même un jeu qui est globalement très très bien construit et qui offre pas mal de possibilités assez intéressantes. Donc, Lucas, je te laisse Ouais, continuer sur la suite. on aura l'occasion de revenir sur son gameplay, mais en fait, c'est un jeu qui s'articule autour de deux grands axes qui sont une partie visual novel et une partie bagarre. Mm. Donc, la partie visual novel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des romans interactifs où on va voir nos personnages qui vont surtout discuter avec des bulles de texte façon BD. Euh, et une partie bagarre où là on va être plus sur du RTS, donc du jeu de stratégie en temps réel, mais avec une subtilité, c'est qu'il y a une pause active, c'est-à-dire que quand on va contrôler les différents personnages, le temps va s'arrêter et il va reprendre que quand on n'est pas en train de donner des ordres. Ouais. Faut... Ce qui donne une impression quand même de combat assez dynamique, alors que on Alors a que quand même l'avantage de pouvoir prendre son temps pour prendre nos décisions et choisir les ça. attaques qu'on veut
mener. On a un petit peu ce système-là, par exemple, avec Final Fantasy XII, ce genre de choses, où lors des combats, les monstres ils continuent de nous attaquer quand on fait rien, donc quand on a le temps de chargement de nos attaques, mais une fois qu'on peut attaquer, là, le jeu, hop, pause, et on a le libre temps, on peut très bien passer 2 heures dessus à choisir quelle attaque on va faire, le jeu sera en pause pendant ce temps-là. Donc c'est un système un Final Fantasy plus récent, il y a le remake du 7, et du coup la deuxième partie qui fait ça, où il y a un système de pause active, où en plein milieu de la bagarre, on peut faire pause pour lancer des capacités. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez plaisant. Et je propose qu'on lance le générique. Ouais, dans son générique. Ok, alors petite entorse à la règle. Après le générique, j'aimerais vous parler un peu des visuels avant d'attaquer vraiment la partie scénario, écriture. C'est un jeu qui est très beau. C'est un jeu qui est fait en majeure partie en 2D, alors pour la partie visual novel, mais on se rapproche un peu de ce que peut faire Square Enix avec la 2D HD. Je sais pas si oui, complètement. Les remakes. Ce qu'on peut avoir par exemple avec Dragon Quest 3 HD récemment. Ouais, ce qu'on peut aussi avoir avec. Il y avait je crois que c'était un remake, je ne sais plus, de Star Ocean Second Story, R, qui était sorti sur Switch et qui a de la gueule pour le coup. Avec une excellente gestion de la lumière, la patte de couleur qui est quand même assez bien maîtrisée. Et on a des décors qui sont très lisses et en même temps qui ont de la gueule, quoi. C'est le cas de le dire. Là, au contraire, on n'est pas dans quelque chose de très lisse, je trouve. On est sur des environnements en 3D, donc c'est-à-dire que notre personnage va quand même pouvoir se déplacer dans la profondeur, même si le personnage est en 2D, mais sur ces différentes strates, en fait. Oui, différentes strates. Mais en fait, il y a sur ces environnements-là sont collées des textures qui rappellent un peu les aquarelles, qui rappellent un environnement graphique très pictural, et avec des effets de lumière que je trouve à tomber par terre, parce que les personnages réagissent très bien, même si c'est que des sprites 2D. Tu vas avoir à chaque fois un liseré de lumière pour symboliser cet effet que peut avoir une lumière forte derrière un modèle. On va avoir la lumière qui bave un peu. Donc tout ça, c'est très très bien réalisé, et avec des je sais plus comment ça s'appelle, des God Rays, donc des lumières divines, c'est une espèce de rayons de lumière qui tombent, qu'on voit la poussière à travers, c'est vraiment très très joli. Et en plus de ça, on peut noter quand même un chara design très très réussi. Alors, très très réussi. Alors, on va amener quelques petites nuances sur certaines choses qui peuvent peut-être paraître un peu dérangeantes, mais notamment le fait que la moitié des protagonistes sont très très jeunes et sont notamment, ça c'est l'effet Japon un petit peu, je dirais en petite tenue en quelque sorte, enfin pas forcément petite tenue. Mais non, elle est en tenue de sport, enfin. Voilà. Non, bon, t'avais une anecdote je crois là-dessus d'ailleurs, il me semble. Oui, j'étais en train de jouer au jeu dans le salon, comme d'habitude, et ma femme passe derrière moi, et je la cite mot pour mot. Oh mon Dieu, ce cul, à quoi est-ce que tu joues, Lucas? Tu joues à Q-Game? Voilà, en parlant d'un design d'un personnage qui justement en plus en tenue moulante et qui a des formes, je la plains parce qu'elle doit avoir vraiment mal au dos, cette pauvre dame. Mais ça encore, c'est un personnage adulte. Parce que ce qui me dérange encore plus, c'est la sexualisation des lycéennes, évidemment. Justement, on parlait de... C'est une tenue de sport, oui, mais c'est peut-être une culotte de sport, mais ça veut dire qu'elle se balade tout le jeu en culotte, quoi. C'est pas terrible. Sans compter, évidemment, le fait que les designs, quand ils sont dans les robots, ou pour une raison qui est expliquée au scénario et qui est pas si conne dite comme ça, pas si conne que ça, mais qui est surtout un prétexte. Voilà, ils sont tous à poil. Bon, là, il y a dans pas, les robots. Bon, y a pas alors là, on le voit pas. Enfin, je pense que là, il y a la moitié des féministes qui nous écoutent qui peuvent s'être barrés du podcast direct. Je vous conseille quand même de rester parce que au-delà de ça, le jeu, là, on le dépeint d'une manière pas forcément. Oui, là, on met l'accent sur les choses désagréables, les choses mais qui il y a déplu. quand même, si on en parle, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quand même énormément d'aspects très positifs dans le jeu, et même même notamment vis-à-vis même des relations interpersonnelles entre les personnages, il y a des énormes
pas en avant qui sont faits notamment pour un jeu japonais, par exemple, sur les thèmes LGBT ou ce genre de choses, ce qui, du coup, va un petit peu réparer la sauce japonaise qu'on peut avoir sur Réparer, les... mais peut-être pas, mais contrebalancer, quoi. Voilà, en quelque sorte. Voilà, sur le et fantasme de lycéenne ou ce genre de choses. Il y a le fait aussi que je l'ai trouvé problématique sur certains aspects, mais pas vulgaire, ce qui fait que c'était peut-être moins difficile à vivre. Oui. C'est pas des images que je trouve vulgaires, c'est juste, là, elle est lycéenne. Bon, le jeu te dit qu'elle a 18 ans, mais bon, ça reste une lycéenne avec un corps d'enfant qui est représenté nu. Alors, sans montrer ses attributs, hein, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours un peu dérangeant. J'aimerais enchaîner on peut enchaîner sur l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Ah là là, ça c'était la partie Ça, c'est la partie qu'on craint un petit peu, l'histoire, parce que, comme on vous l'a dit, le jeu est un visual novel. Alors, des visual novels, des bons visual novels, il y en a plein. Un de mes jeux préférés est un visual novel, Steins Gate. Mais des visual novels bordéliques, et bordéliques à ce point-là, il y en a moins. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que là, 13 sentinelles, et c'est ce qui fait aussi la richesse du jeu, et qui est à la fois, du coup, quelque chose qui peut peut-être rebuter au premier abord dit comme ça, mais qui, une fois en jeu, est un énorme atout, c'est l'aspect qu'il y ait plusieurs protagonistes, et que, notamment, tous ces protagonistes soient contrôlables. On va avoir une histoire qui peut être simultanément suivie sur 10 personnages différents. 13, pardon. 13. Oui, d'où coup, le 13 et le nom du jeu, effectivement. Donc, une histoire avec 13 personnages, qui plus est quand les routes, donc quand on va dire route pour un visual novel, ça va être les histoires propres à chaque personnage. Quand ces histoires-là s'entrecroisent, ça donne tout un joyeux bordel, mais 13 sentinelles, du coup, ce n'est pas un jeu que vous comprendrez d'office dès les premières séances. Attention, c'est que la première couche, parce que là, tu parles des 13 personnages, mais tu as une autre couche de caca au-dessus, enfin, de caca, on s'entend, c'est que... c'est une histoire à base de voyage dans le temps, de boucles temporelles, de multivers. Alors, on va avoir le temps... Dans les 13 histoires là, qu'on a déjà dites. On va pouvoir le détailler après, parce qu'en réalité, c'est pas tant ça, mais le jeu, en fait, se passe beaucoup dans le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, il va nous distiller ces éléments d'intrigue au fur et à mesure, mais... c'est au joueur du coup après de recoller les morceaux lui-même. Alors à la fin on comprend vraiment bien ce qui s'est passé, mais pendant tout le jeu on est un peu perdu parce que le jeu fait tout pour nous perdre en fait. Il nous envoie énormément de concepts à la figure, avec des tonnes de personnages, on peut prendre l'histoire un peu du point d'où on veut, parce qu'on peut enchaîner avec différents persos. Voilà, il y a une liberté de choix en fait, c'est-à-dire que pour reprendre ce que dit Lucas, lorsqu'on joue au jeu, on n'est pas obligé de terminer la route d'un personnage pour débloquer celle de la nôtre, et ainsi de suite. En fait, dès lors qu'on a terminé le tutoriel, dès lors que on est lancé dans le jeu, tac, alors on a peut-être un ou deux personnages qui sont débloqués au tout début, mais ensuite on a très rapidement la palette qui vient se compléter. On en a un ou deux qui viennent un petit peu plus tardivement, donc de manière assez progressive, mais sinon on peut très bien avancer un personnage à 50%, en avancer un autre à 0% parce que ce personnage-là nous saoule ou on peut pas le voir en peinture, et pour autant on peut quand même avancer dans l'histoire jusqu'à un certain degré tout de même, parce que le jeu va, au bout d'un moment, si le décalage est trop important, il va nous dire « Ah bah non, t'as besoin de débloquer tel personnage à 20% pour continuer la suite de l'histoire et terminer tes combats. » Mais dans une certaine mesure, il y a quand même une grande liberté qu'elle ait ce joueur là-dedans. Et ça, c'est un énorme point positif. Ça fait qu'on va vraiment avancer le jeu en fonction de nos affinités avec les persos, mais aussi de nos affinités avec le jeu en lui-même, puisque de la même manière qu'on peut choisir quel personnage on va décider de jouer, on peut également choisir de skip en fait l'histoire pendant un moment et de faire que de la bataille, ou à l'inverse de faire que de l'histoire et de pas du tout faire les batailles, et ne pas être trop embêté si ce n'est au bout d'une dizaine de combats où le jeu nous dira ouais bon quand même t'abuses, allez hop, le jeu va quand même te recentrer. Il y a des moments où il va te dire non là, si tu veux avancer l'histoire de ce perso, faut que tu aies d'abord avancé l'histoire de cet autre perso jusqu'à tel événement, ou au contraire te dire ah bah non là il va falloir que tu ailles faire 2-3 batailles pour avancer. Donc le jeu c'est bien te recadrer quand même, mais effectivement ce côté tu vas où tu veux quand tu veux, il est à la fois tu peux te perdre un petit peu dans l'histoire, à la fois c'est hyper ça aide beaucoup je trouve dans le fait d'entrer dans le jeu, parce que tu sais que tu te lances une session, tu sais exactement que tu sais que tu vas faire ce que tu as envie de faire. Oui, et donc du coup d'autant plus dans un jeu qui est assez bordélique d'une certaine manière, qui ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire et au niveau des détails et même des combats en eux-mêmes.
Ça donne quelque chose de rassurant. Ça permet de contrebalancer l'effet un peu perdu en te permettant de prendre toi-même tes prises de repères avec une histoire qui va te convenir ou alors avec une mécanique de jeu qui va te convenir. Et ça, c'est plutôt bien Et trouvé. Ça fait que le jeu arrive à être très riche. C'est assez rare pour le souligner des jeux qui sont riches à ce point-là dans les paramétrages, dans les histoires qui sont racontées, qui plus est, donc le délire des traits nationales, les multivers, les époques différentes, etc. Bon, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous puissent me sortir énormément de références du jeu vidéo qui cumulent tout ça en un seul jeu, et qui plus est en un seul jeu petit budget d'une certaine manière. Donc c'est quand même pas rien. Donc le fait d'avoir une certaine liberté dans la découverte du jeu, c'est un énorme plus. Et du coup, au final, on a mis L'histoire, beaucoup de contexte, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, pour ceux qui connaissent pas le podcast, Tout en essayant de faire court, du coup, enfin pas forcément faire court, mais d'essayer d'aller au plus simple, parce que là, ça va être un challenge un peu compliqué. Pour ceux qui connaissent pas le podcast, on spoil les jeux. Donc là, on va vraiment tout raconter, et surtout, on va le raconter de manière linéaire, comme on comprend l'histoire à la fin du jeu. Donc, on va quelque part commencer par la fin, vu que le jeu finit par te livrer toute son intrigue à la fin du jeu. Alors, avant d'attaquer le résumé de l'histoire, je tiens à préciser, le jeu est... on a vraiment beaucoup aimé le jeu, et une grande partie du plaisir du jeu, c'est d'être dans le flou, c'est de découvrir au fur et à mesure, et j'irai même plus loin, pendant les phases de visual novel, le jeu réellement se passe plus dans ta tête que sur l'écran. Oui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après dans la partie discussion autour du gameplay. Plein de mécaniques de gameplay, on l'a dit tout à l'heure, qui font en sorte qu'on ait cette sensation-là et qu'on doive un petit peu se creuser la tête, les méninges, et se dire attends, là, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est qui déjà? Ah, mais en fait, elle, c'est le clone de machin truc de elle, etc., qui est dans le corps du clone de l'autre mec. Et c'est que des trucs comme ça. Et en fait, si vous n'avez pas joué au jeu, vraiment, c'est là pour le coup, je pense que c'est pas grave entre guillemets, c'est même peut-être même recommandé de skip un peu la partie histoire. Oui, skipper ou alors carrément arrêter l'épisode. On l'a déjà dit dans d'autres épisodes. On est toujours là, il va rester sur la plateforme, allez jouer au jeu, revenez quand vous l'aurez fait, et vous profiterez beaucoup mieux de l'expérience. Ou même écoutez ce qu'on a à dire un petit peu sur le gameplay pour casser un petit peu la dynamique un peu négative qu'on a lancée sur le jeu au tout début, parce que vraiment le jeu est une pépite à ce niveau-là, et ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, profitez à fond de l'histoire, et pour ceux qui en ont déjà profité, allons-y, let's go. Donc voilà, maintenant on considère qu'on est entre personnes qui avons fini le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter l'histoire chronologiquement du début à la fin, et pas comme on la vit dans le jeu. Donc l'histoire commence réellement en 2180 et des brouettes, où est développée une technologie de nanomachines qui permettent de faire pas mal de choses une fois implantées dans le corps des gens. Mais cette technologie se transforme en un véritable fléau, en une épidémie volontaire, il me semble. C'est un industriel qui décide de mettre un virus dans le truc. Ça tue l'humanité. Voilà, tout simplement l'humanité. Il reste 15 personnes qui sont des industriels, des scientifiques, etc., dans une station spatiale en orbite autour de la Terre, et qui décident de mettre en place le projet Arche, qui consiste à créer une sonde autoréplicatrice, donc une sonde qui est capable de créer des copies d'elle-même, qui embarquerait toute l'identité, tout l'ADN de la Terre, de la planète, la faune, la flore, tout ça, et qui irait essaimer dans la galaxie pour trouver une planète qui soit habitable, la terraformer, et après faire naître dessus 15 humains qui seraient les clones des 15 personnes survivantes pour redémarrer l'humanité pour que ces personnes s'occupent d'incuber après le reste de l'humanité à partir d'échantillons d'ADN, etc. Sauf que tu fais pas naître des bébés tout simplement sur une planète hostile qui vient d'être terraformée. Donc l'idée, c'est avant ça de les mettre dans une simulation de la vie sur Terre pendant 20 ans, où ils vont apprendre la culture, ils vont apprendre
la vie comme nous on la vivait, alors surtout au Japon, hein, Oui. voilà, le Japon first. Une fois ces 20 années passées, ils seraient, enfin surtout après 18 années, ils sont mis au courant de la situation. Ils sont, ou ils seraient, bien sûr, c'est le projet, ils seraient entraînés pendant 2 ans supplémentaires pour pouvoir ensuite sortir à l'air libre et coloniser cette nouvelle planète. Mm. Sauf que le projet ne se passe pas tout à fait comme prévu. Mhm. Il y a déjà un ingénieur qui est en charge de la simulation qui décide de réutiliser le code d'un simulateur d'attaque de kaiju. Pour ceux qui ne voient pas, les kaiju, c'est les gros monstres japonais, les Godzilla, etc. Qui se dit, bah, j'ai qu'à réutiliser le code de gestion de l'environnement. Sauf que là-dedans, il a intégré des trucs d'attaque de machines de terraformation et de gros robots géants pour combattre les kaiju. Voilà, ah, désolé. Il y a des machines géantes qui veulent nous buter maintenant. Bah bon, c'est pas si grave. J'ai mis un peu trop de robots géants dans mon code. Et il y a une meuf qui n'a plus foi en l'humanité, en fait, qui décide que l'humanité mérite pas de vivre. Du coup, elle met en place un système de réinitialisation de la boucle où, en fait, plutôt que de faire naître juste 15 personnes et de les faire sortir à l'air libre, en fait, elle décide que on va faire en sorte que l'ordinateur croit que ça marche pas et de réinitialiser la boucle et de refaire naître 15 personnes. En permanence. Et en permanence, et on comprend que c'est ce qui a lieu en fait. Il y a eu 300 boucles et quelques, enfin, c'est le chiffre qui est donné, il y a 300 boucles qui sont passées. Et donc nous, on arrive dans cette histoire-là avec les 15 personnages de la dernière boucle. Dont 13 sont jouables, dont 13 sont jouables. Ça, il y en a 2 qui sont un peu particuliers, qui sont pas jouables parce que ils se combattent pas directement dans les robots, je crois. C'est un truc comme ça. Et qui vont être aidés plus ou moins dans leur réussite pour combattre les robots par des anciennes versions d'eux, d'anciennes boucles, qui ont été réincarnées en IA dans cette nouvelle boucle parce qu'ils ont trouvé un moyen de s'échapper. Sauf que, évidemment, tout ça est très flou pour eux parce qu'eux pensent être au Japon du 20e et 21e siècle. 20, 21, 22. Parce que ça faut que j'y revienne. En fait, je peux le dire tout de suite. Il y a plusieurs époques. Il y a plusieurs époques. En fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils le disent à un moment, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur quelle époque doit héberger les... Enfin, dans quelle époque doivent grandir ces 15 humains avant d'aller découvrir leur nouvelle planète. Et du coup, ils se sont dit, on n'a qu'à en faire 5 différentes. Donc, elles sont toutes séparées par 40 ans. La première, c'est 45. Ensuite, 1945, en précis. Oui, 1945. Donc, après la guerre. Pendant la guerre. Oui, c'est ça. Pendant la défaite du Japon. Pendant les derniers instants je trouvais ça du Japon. Amusant d'ailleurs. Enfin, amusant. Ils appellent ça la guerre du Pacifique dans le jeu, du coup. Oui. Et donc, et du coup, ensuite, 1985. Qui est la période qui se passe, dans laquelle se passe la majeure partie du jeu, en fait, pour une raison dont on reparle un tout petit peu après. 2025, qui est notre époque à nous et qu'on voit pas beaucoup en réalité. Oui, c'est vrai. Et 2100... Non, j'en ai loupé un. 2065. Et enfin, 2105. À savoir que, du coup, les attaques de kaiju... Alors j'ai un peu de mal à comprendre encore comment tout ce bazar fonctionne, mais en gros les kaiju ont attaqué les secteurs les uns après les autres, en finissant par le secteur 4 qui est donc 85. Et donc quand on commence le jeu, alors 45 n'a pas encore été attaqué. Enfin, c'est ça. Certains secteurs sont déjà complètement détruits, alors que d'autres sont encore en vie, entre guillemets. Donc on a le secteur de la guerre du Pacifique en 45, d'où viennent certains personnages qu'on va découvrir en premier lieu via ce secteur-là, mais la majeure partie du temps se déroule en 1985, où on va découvrir les personnages dits étiquetés principaux, donc les deux qui nous apparaissent comme au début les clichés de personnages principaux, où on se dit oh d'accord, ça c'est le mec, ça c'est la meuf, les deux vont finir ensemble, blablabla, alors qu'en fait pas du tout. Et Furusaka. Voilà, et donc
les deux dont on a l'illusion que sont les personnages principaux au départ, en tout cas, viennent de 85, c'est les deux par lesquels on commence, et en fait, on voit bien après que en réalité, le panel de personnages pas de est 85, bien plus large. Parce que, alors Fuyusaka, il me semble que oui, elle a grandi en 85, mais Kurabe, lui, il vient de 2025, je crois, où il s'est déjà battu pendant l'invasion de 2025 et a été rapatrié du coup après cette invasion. En 85, mais en ayant perdu sa mémoire parce que en se battant dans les robots, ça lui a complètement grillé le cerveau. Ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la période du coup qui nous est présentée comme la période de base entre guillemets du jeu, en tout cas celle par laquelle on commence le jeu et on le découvre, c'est 1985. Alors j'insiste quand même sur le fait qu'on parle de période, mais en fait les périodes sont plus des étiquettes qui ont été collées sur les différents secteurs. En réalité, tous coexistent dans le même espace virtuel, mais en même temps. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour schématiser, du coup, il y avait un très bon schéma que j'avais retrouvé sur je ne sais plus quel wiki du jeu, ou c'est sur une image d'un site ou peu importe, où en fait, faut s'imaginer ça comme une petite fleur avec ses pétales. On le voit dans le codex du jeu. Voilà, on le voit dans le codex, c'est ça. Faut s'imaginer une pétale avec le noyau central, et après, du coup, une pétale de fleur avec tac, 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 le noyau central, toutes les petites pétales, et en fait, chaque pétale est une époque. Comme le schéma des atomes. C'est pas très radiophonique, mais Ellie fait des gestes avec ses mains pour illustrer les pétales. Et bon, ça pour dire que du coup, voilà, il y a une sorte de noyau central avec les petits électrons libres autour, et ces électrons-là, c'est les différentes époques. Donc ces différentes époques-là, elles sont matérialisées par le fait que ce sont des centres de simulation qui simulent l'époque. Donc de fait, matériellement, elles existent. Et ça, c'est matériellement, enfin virtuellement, parce qu'en fait, justement, les 15, là, ils grandissent dans des espèces de capsules qu'ils croient pendant tout le long du jeu être les cockpits de leurs robots. Et c'est justement, on parlait du fait qu'ils soient à poil, c'est parce qu'ils ont grandi là-dedans, et en fait, c'est des capsules qui s'occupent de leur corps, machin, donc eux, leur esprit sont en fait dans ce monde qui est virtuel, factuellement virtuel, mais qui pour eux leur apparaît physique, et surtout interconnecté. Faut voir ça comme une espèce de MMO, ils sont tous dedans. Enfin, les MMO, ils sont 15. Et du coup, tout le reste, tout est simulation, et tout le reste des personnages. C'est-à-dire que tous les autres personnages, sont des IA gérés par le système. Donc là, par exemple, on a la meilleure pote de Bidule, le personnage féminin numéro 1 qu'on croise dans le jeu, là, voilà, qui est en fait, du coup, qui est une IA. Mais qui est une IA qui n'est pas issue, parce qu'il y a certaines IA qui sont en fait des personnages des 15 de boucles précédentes qui ont réussi à se sauvegarder pour passer à la boucle d'après, et du coup c'est les rares adultes impliqués dans le jeu. Et vraiment, il y a un personnage qui n'est ni un des compatibles, donc c'est comme ça qu'ils s'appellent les compatibles, des 15 de la boucle actuelle ou des 15 de la boucle d'avant, c'est Miwako, et elle, c'est juste le seul personnage qui est une IA. Qui est récurrent. Le seul de Terragonis, parce qu'il y a d'autres personnages récurrents qui sont des IA, mais ils sont récurrents un chapitre et basta, après les agents, les Men in Black, ils sont... C'est ça. Oui, parce qu'évidemment, il y a des Men in Black. Alors non, même dans les autres semi-récurrents, on peut citer l'autre, l'adversaire de... Je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui aime bien se castagner, etc. Là, qui a la coupe à la GTO. Là. Oui, mais tu vois, lui, c'est un adversaire, c'est un méchant un peu bête qui sert pas vraiment à grand chose dans le récit. Alors que Miwako, elle est quand même avec eux. Il y a un moment, elle se retrouve téléportée vers 2025, donc de 85 à 2025. Elle fait des trucs, elle est vraiment présente, mais on se dit tout le long du jeu qu'il va y avoir. Enfin, qu'il va y avoir une info à son sujet, en fait, qu'on va se dire, ah merde, putain, en fait, c'est qui, c'est quoi son rôle, mais non. C'est vraiment un PNJ. Un PNJ dans le jeu, mais dans le jeu du jeu, quoi. Dans la diégèse du jeu, voilà. C'est un PNJ. Donc, ils vivent leurs petites aventures. Ils apprennent tous au fur et à mesure qu'ils peuvent contrôler les sentinelles, donc qui sont des gros robots façon Evangelion, pour se battre contre les kaiju, pour empêcher l'invasion et sauver leur monde. Donc au fur et à mesure qu'on finit leurs histoires, et du coup défaire les pronostics de la boucle qui va s'auto-formater, parce que du coup le formatage, on comprend bien que c'est le monde, on le détruit. Comment est-ce qu'on le détruit visuellement, en fait, avec l'arrivée des kaiju qui viennent tout péter, donc ce qui met fin à la simulation, pour éviter ça, ils doivent arriver à corrompre le système. Oui, c'est ça, en fait, il faut faire comprendre au système qu'il y a un problème, et en fait, soit ils meurent tous, et du coup le système constate qu'ils sont tous morts et arrête la boucle et en relance une autre,
soit ils arrivent à faire comprendre au système qu'il y a un problème, mais qu'ils ne sont pas en danger, et du coup le système va les isoler et les faire sortir de leur capsule, ce qu'ils arrivent à faire au final à la Mm. fin du jeu. Et donc ils découvrent la réalité, qu'ils ne sont pas sur Terre, qu'ils sont sur une autre planète qui a été terraformée pendant des milliers d'années, et que ils vont enfin pouvoir sortir à l'air libre, découvrir le vrai monde de la réalité véritable. Donc Euh, voilà, ça donc, c'était pour l'histoire grossièrement dite de 13 Sentinelles. mm, et sacrée histoire qui convoque énormément de tropes classiques de la SF. Mhm. Enfin, on pourra peut-être y revenir après, hein, mais c'est très dense. Et en plus des, comment dire, des clins d'œil explicites, parce qu'ils citent beaucoup, hein, ils citent la guerre des mondes, ils citent Exterminator, au lieu de Mhm. Terminator, pareil, au lieu de E.T., il y a EXT. Euh, Mhm. il y a vraiment un amour de la science-fiction dans ce jeu, où vraiment on sent qu'ils ont bouffé énormément de SF Mhm. avant d'écrire leur histoire. Bon, t'as des citations, alors, la sentinelle qui vient d'Allemagne, wink wink et Evangelion. Euh, mais, euh, mais au final, c'est assez bien construit. C'est vrai que quand on regarde cette espèce de gloubi-boulga là, au fur et à mesure, on comprend pas. Mais il y a ce truc on va avoir révélation après révélation. On va avoir des méchants qui se déclarent pour au final qu'on se rende compte que c'est pas des Pas des méchants, c'est méchants, des c'est ça. alliés. Mm. Après, il y en a, c'est des connards, mais ils ont quand même des bonnes raisons d'agir. Enfin, il y a vraiment ce truc de au fur et à mesure, tu rentres dans les couches de l'oignon de Mm, découvrir ce qui s'est passé, tout en ayant des petits hints. Tu peux avoir mm, dès mm. le début du jeu des espèces d'archives vidéo de ce qui s'est passé en 2188 sur Terre. Mm. Et enfin, toi, t'es là, pourquoi ils sont adultes? C'est quoi ce bazar? Parce que voilà, du coup, on va naviguer entre la phase où on va aller voir chacun dans leur époque jeune, mais aussi adulte, aussi très vieux. Enfin, Et ça, il y a on la. va, on va voir différents personnages qui, donc, parfois, du coup, les jeunes qui sont plus vieux que les vieux du passé, mais parce qu'ils sont jeunes dans leur époque à eux qui est plus tard. Enfin, Ouais, bref, c'est ouais. tout un bordel. Parce que au Mais final, comme ce sont tous des clones, bah, ils ont tous la même tronche, c'est quoi. ça. Et du coup, t'as ceux des boucles précédentes qui, eux, ont la quarantaine à peu près. T'as ceux, bah, justement, les originaux. Parce que les principaux, c'est ça, hein. T'as les originaux en 2188 qui ont 120 ans, mais grâce aux nanomachines, ils en paraissent 60 ou 70, quoi. Après, t'as ceux d'il y a deux boucles qui ont réussi à s'échapper, qui, eux, vont manigancer vraiment à l'intérieur de la simulation pour déjouer la boucle, Mm. avec chacun quand même leur volonté. Il y en a qui veulent recommencer la boucle, d'autres qui veulent l'arrêter, machin. Et t'as du coup nos protagonistes qui eux sont ceux de la dernière boucle, qui sont du coup réellement les plus jeunes, enfin physiquement les plus jeunes, Mm. quoi. Effectivement, donc dans le jeu, on l'avait dit aussi, du coup, les relations entre les personnages, et au-delà de l'histoire, parce que je pense que ça pourrait être aussi intéressant d'aborder ce sujet-là, c'est pas trop mal écrit en vrai de vrai. Ouais, Il y a ouais, quand même des alors choses ça qui dépend peuvent être lesquels, hein. intéressantes, ça dépend lesquelles. On va en avoir où c'est plus en mode, bon, putain, celui-là on a compris, c'est un peu le notre service et tout. L'autre, là, moi par exemple, celle qui me dérange, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a une qui a des lunettes avec les cheveux gris ou un truc comme ça, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage de Steins Gate, Euh, là, à celle là dans Steins Gate, pour ceux qui ont vu la série, c'est qui Megumi, parle pas, c'est etc., Megumi. là, et qui est tout le temps sur son portable. Oui, voilà, Megumi. Et c'est le même pattern, hein, c'est-à-dire c'est la meuf qui est un peu à l'ouest, mais dans son truc et tout, et qui est ultra crédule, qui va croire le moins la moindre connerie qu'on va lui dire, et qui est prête à sacrifier tous ses potes et à tuer tout le monde parce que un mec lui dit: oh, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ils vont bien, ils sont Attention, résistants. pas un Voilà, mec, un enfin, chat. Un voilà, un chat chat. lui donne Voilà. un guillemet pistolet magique. Mm. Voilà, il appelle ça un pistolet magique en disant tu vas tirer sur tes amis parce que ce sont des sorciers et comme ça va sceller leur pouvoir. Mm. Et si tu fais ça, je vais sauver donc Juro, le mec dont elle est amoureuse, parce qu'il est amnésique. Et donc je vais lui rendre ses souvenirs de quand il était amoureux de toi. Et elle est là, ok, très bien le chat, je vais faire ça. Et il s'avère au fur et à mesure que en Que- fait le chat, c'est un, Clone c'est de Juro ou je sais pas alors quoi. Mm. c'est la version d'il y a deux ou trois boucles qui essaye de briser la boucle justement et qui est considéré comme un fugitif. En fait, c'est 426, il revient souvent dans le jeu 426,
qui en fait, à la dernière boucle, a tué 4 des compatibles en pensant que tuer les compatibles arrêterait la boucle. Évidemment, il a été enfermé. Il a réussi à s'enfuir et c'est lui qui manigance en fait dans le fond pendant la dernière boucle pour permettre que les compatibles puissent piloter les sentinelles pour se battre contre les robots et surtout qu'ils puissent améliorer leurs sentinelles. Parce que comme, je le rappelle, l'histoire des kaiju, c'est qu'ils viennent d'un code de jeu vidéo qui n'a pas été bien nettoyé, bah, ils s'améliorent à chaque fois que tu les butes. Et du coup, pour qu'ils puissent, eux, améliorer leurs robots, bah, ils leur envoient un code à leur nanomachine, là, en leur tirant dessus, pour qu'ils puissent obtenir de l'XP, mais vraiment, ils appellent ça les métacrédits. Dans le jeu, il y a les métacrédits qui sont nommés. Parce que les métacrédits, ça leur permet, en tuant des robots dans ce qui semble pour eux être la vraie vie, hein, leur permet de faire améliorer leur sentinelle entre chaque combat. Et du coup bah, tu peux améliorer tes robots parce qu'il y a un chat qui a demandé à l'autre débile là, de tirer sur ses potes. Voilà, vraiment, c'est vraiment ça. Donc, pour revenir du coup au fait que bah, les personnages ont chacun leur personnalité, je trouve ça assez chouette. Mais effectivement, il y a certaines. Tu parles des interactions. Alors, c'est super chouette de les voir interagir. C'est même trop bien d'avoir une même scène vécue par deux personnages différents. Parce que c'est des petites subtilités. Vas-y. Voilà, parce qu'en fait, dans le jeu, du coup, par exemple, on a une scène où, par exemple, on peut aller dans l'appartement d'un des personnages, etc., qui va nous prêter une cassette d'un film, etc. Et en fait, cette scène-là, du coup, on va la vivre de 2 points de vue différents. On va la vivre, du coup, en premier lieu avec l'histoire du personnage qui prête la cassette, et en second lieu avec l'histoire du personnage qui va lui demander, en fait. Et donc, du coup, à chaque fois, du coup, les petites réactions de « Ah, mince, c'était pas celle-là qui te fait prendre » et tout. On le voit dans le psyché, du coup, du personnage qu'on va jouer A, alors que dans le personnage B, on le voit pas du tout, et on voit qu'il essaie de faire genre, qu'il cache un petit truc et tout, mais... c'est ça, c'est le truc que j'ai adoré, c'est en gros, t'as Kurabe qui demande à Miguchi, il voit qu'il écoute surtout du rock en fait, et il lui dit tiens c'est marrant, t'as un disque de la idol du moment, la pop star machin, et quand tu joues Juro, Amiguchi il lui répond ouais bah en fait je voulais écouter ce que ça donne vu que tout le monde en parle, tu sais, le mec cool machin, vas-y j'ai pas honte, moi j'écoute ce que je veux. Et quand c'est Amiguchi que tu joues exactement la même scène, bah il a une réaction de recul de oh merde il a trouvé mon CD. Et j'ai trouvé ça trop bien quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis du coup on a aussi des personnages, bon, du coup après qui vont se lier des relations entre eux, donc les clones ou je sais pas comment on peut les appeler, qui eux-mêmes, voilà, les compatibles, qui vont eux-mêmes du coup avoir des relations qui parfois sont aussi différentes de celles qu'ils auraient eu avec d'autres clones dans d'autres réalités, donc ça c'est intéressant. Oui, parce que dans certaines boucles en fait t'as des couples qui se sont formés, bah, justement Kurabe et Fuyusaka ils ont une relation, il y a 2 boucles, donc 426 et Morimura comme ils sont nommés dans la boucle actuelle, sauf que bah, dans la dernière boucle c'est Fuyusaka, elle finit avec Sekigahara, et Kurabe du coup il finit avec Megumi. C'est ça, donc du coup bah, c'est assez intéressant de voir, c'est vraiment le truc de un moindre petit bouleversement dans l'avenir, là les trucs qu'on nous dit à la chaîne dans les retours vers le futur et compagnie peut tout changer, bah là on est parfaitement là-dedans, et le jeu, bah, je trouve ça sympa que les boucles soient pas complètement identiques dans les relations interpersonnelles que les personnages ils peuvent avoir, parce que ça rajoute un petit plus quand même. Après, pareil, il y a aussi dans les trucs, ce qu'on disait un petit peu en accroche tout à l'heure en intro, ce qui est un peu cool quand même pour être souligné dans un jeu de ce genre, c'est le fait qu'il y ait une des relations qui sont une relation homosexuelle et qui soit présentée comme étant parfaitement normale, mais comment dire, qui soit pas dénigré un rang d'à côté caricatural, quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est quand même... En fait, moi, je l'aime et je l'aime pas, en fait, cette relation, parce que il y a ce truc de waouh, une relation homosexuelle dans un jeu japonais, très fanservicieux d'une certaine manière par moment. Ça court pas les rues. Voilà, c'est quand même assez rare. Mais comment c'est fait, en fait, c'est le personnage Ijiyama, du coup, qui est avec un mec qui s'appelle Okino en 2188. Donc c'est annoncé, ils sont en couple, voilà, et ils se parlent, je t'aime, machin, ils sont trop mignons. Okino qui est le mec qui a réutilisé le code de jeu de Kaiju d'ailleurs. Et sauf que du coup dans la dernière boucle, Hijiyama lui il a grandi en 45, donc avec la psychologie d'un japonais de 45 d'avant-guerre, hein, donc un peu fermé à l'homosexualité. Et Okino lui il a grandi il me semble en 2105.
Et alors, il connaît un peu tous les rouages du truc. Enfin, voilà, tu sens que c'est un peu le génie qui connaît tout mieux que tout le monde. Et il a ce truc un peu hautain de. Il voit bien qu'il plaît à. En plus, il cross-dress, enfin, il s'habille en fille. Donc, il voit bien qu'il fait de l'effet à Ijiyama. Ijiyama se rend bien compte que même quand il apprend que c'est un garçon, il continue un peu à lui plaire, Okino. Mais il a du mal à s'avouer que bah, il lui plaît. Et bah, comme Ijiyama est quand même représenté comme quelqu'un d'assez, je vais pas dire bête parce Assez que simple, quoi. c'est assez simple en fait, c'est ça, c'est cette espèce d'esprit bah, justement du combattant japonais de ma patrie, Voilà, mes et qui ne valeurs, pense qu'à ça et et c'est qui voilà, ça, qui a pas forcément de réflexion sur le monde, enfin, sur le reste de ce qui l'entoure, entre guillemets. c'est Enfin, ça. il est un peu présenté de cette manière-là. Et en fait, je trouve Mm. ça un peu dommage que ce soit présenté, enfin ok, on a enfin une romance homosexuelle en plus entre deux hommes, Mm. parce que l'homosexualité masculine est quand même moins bien perçue. Euh, Ça dépend, enfin, ça dépend. je dirais pas Mais ça, je ne suis perçu pas sûr, différemment. justement. Mm. Perçu différemment, parce que l'homosexualité masculine, quand même, est bien plus présente que l'homosexualité que lesbienne, enfin, je veux dire, ne serait-ce que dans le quotidien, ou alors dans les débats publics que ça implique, où Mm. les lesbiennes sont assez invisibilisées. Par contre, dans les médias, enfin, comment dire, dans tout ce qui va être du ressort de la culture pop japonaise ou autre, certes, de toute manière, que ce soit gay, lesbien, tout, ça va pas être mis en, c'est pas du tout être quelque chose qui va être forcément mis en avant, si ce n'est de manière un peu caricaturale. Mais là où la scène lesbienne existe, ça va être uniquement souvent dans comment dire, dans des visions un petit peu caricaturales et de sexualisation de la femme pour faire bander les mecs. Alors que en tout cas dans la représentation publique qu'on en a, dans ce qui va nous être dans les breuvages qu'on va avoir, entre guillemets. Et là, bah, je dirais quand même il y a quand même plus de tolérance et de présence de l'homosexualité que chez les mecs, que chez les femmes, dans quelque chose qui va être pris au sérieux, entre guillemets. Mm. Alors que les femmes, de manière, on va toujours leur rétoquer l'argument de «Oh, mais toi, de manière, tu verras, hein, quand t'auras un mec, tu verras, ça sera mieux, tu changeras d'avis, machin, etc.» Alors que les mecs, un mec gay, on va pas lui poser la question. Mm. Et donc, bon, enfin, bon, tant mieux pour les mecs gays, hein, j'ai envie de dire, mais du coup, ça, je suis pas forcément d'accord. Par D'accord, contre, ouais. sur le euh, effectivement, peut-être qu'on va avoir moins de représentation de ça chez les, je sais pas, peut-être chez les mecs au Japon, peu importe, quoi, que ça va être plus discutable au Japon, parce que surtout, bah, les représentations qu'on a au Japon de ça, en tout cas de ce qui nous revient du Japon, ça va pas forcément être dans des débats de société, mais ça va surtout être dans du contenu pornographique, du hentai ou ce genre de choses, Mm. ou alors avec des choses qui titillent cet aspect-là. Et donc, bah, qu'est-ce qui va plaire aux mecs dans cet aspect-là? Ça va être plus de voir des meufs se câliner ou plus que Mm. d'autres mecs. Donc du coup, c'est ça qui peut donner cette impression de le côté lesbien va être plus présent. Mais je pense pas que ce soit plus présent dans sa globalité. Et en tout cas, dans une volonté sérieuse de considérer le fait d'être lesbienne ou ce genre de choses. Bon, enfin bref, sujet mis Non, à mais part, hein, c'est bien que tu aies pu mais faire le point. Je suis pas du tout spécialiste du sujet, moi non plus, mais tu es plus renseigné que moi mais- là-dessus. Donc j'ai- Mm, c'est bien que tu puisses me reprendre là-dessus. Mais bon, toujours est-il que cette relation est quand même un peu à part des autres, où les autres, mm, c'est même si bah, t'as Ogata et Kisaragi qui ont du mal à s'avouer leurs sentiments et à la fin, bon, mm, bah, ils se disent je t'aime, enfin ils ont du mal, mais mm. voilà, ils sont trop mignons. Autant Ijiyama et Okino, t'as toujours cette espèce de jeu où t'as l'impression qu'Okino il se fout de sa gueule, mais sans vraiment lui dire. Et Mm. c'est jamais, enfin, c'est pas assumé à la fin de Ijiyama, et même à la toute fin, parce qu'à la toute fin, ils reviennent dans la simulation, genre 5 ans après, ils sont tous là à dire oui, bah, vas-y, je rentre pas ce soir, je vais jouer avec mes potes dans la simulation, tu t'occupes des enfants et tout. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché de les voir comme ça, tous avoir évolué. Et Okino et Ijiyama, ils ont toujours cette espèce de dynamique où bah, tu sais pas s'ils sont officiellement en couple, c'est pas forcément dit. Et t'as même, alors t'as Okino qui se fout de sa gueule, enfin, parce qu'il il s'habille à nouveau en femme. Et, euh,
Et t'as Ijima qui lui dit oui, mais c'est bon, on sait très bien que, enfin, ça sert à rien de t'habiller comme ça parce qu'on sait très bien que t'es pas une femme en dessous. Et il lui répond, bah attends, on est dans un univers virtuel, si ça se trouve, je suis une femme en dessous, viens voir si t'es un homme, tu vois. Donc, je trouve ça dommage que ce soit pas, Mm. enfin, comment dire, c'est montré, mais c'est pas forcément banalisé, du genre, Oui. c'est une relation comme une autre. C'est pas traité comme une Mm. relation comme une autre. Donc, un peu en demi-teinte, je trouve, le traitement là-dessus. Mhm. Bah, sur la partie histoire, je pense qu'on a bien fait le tour. C'est vrai qu'il y a la partie bataille qu'on a complètement Il y a la skippé partie jusqu'à maintenant un bataille, petit peu, bah, justement. et qui pour le coup vaut quand même le détour, hein. Donc comme on l'a dit, du coup les combats, donc on peut avoir du coup avant de préparer les combats une phase de préparation. Donc dans cette phase de préparation, on va pouvoir faire les améliorations, celles que tu avais Mm. expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire on a plusieurs types d'améliorations qui sont possibles en fait pour nos sentinelles. On va avoir une amélioration du système d'autodéfense, grosso modo ce qui va être tout ce qui va être les améliorations un petit peu indirectes. Par exemple le fait d'avoir un bouclier plus grand autour de la zone réparatrice, etc. Ouais, et On puis va maintenant avoir l'utilisation de l'IEM, des trucs comme oui, ça. c'est ça, voilà, tout ce qui va être Mm. un petit peu du rôle du support. On va avoir des optimisations directes de compétences, par exemple le fait d'aller plus vite ou ce genre de choses sur les personnages, donc leurs sentinelles, et aussi des améliorations sur les facultés qu'ils vont pouvoir avoir, donc les types d'armes, tiens, telle attaque, un jet de missile, ou alors un missile droit direct, etc., des tourelles automatiques, des choses comme ça. Donc on va avoir quand même plusieurs secteurs d'amélioration qui sont possibles, et c'est vrai que quand on joue au jeu, et notamment pour la première fois, on est en mode waouh, 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 attends, je me viens de me taper l'histoire avec les 13 persos là où c'est déjà le bordel, et c'est en plus c'est le bordel dans les combats parce que du coup, je suis en mode ouais, je dois améliorer quoi moi en fait. Enfin voilà, on Mm. a un petit peu ce truc de wow, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs Ouais, partout, ouais, il y le a jeu pullule de trucs beaucoup. partout, et donc il va y avoir un petit temps hein, quand même Et puis, d'adaptation, je pense, mais ça qui se fait au est fur et à mesure. Mais hmm, justement, moi, j'ai un peu ce truc de charge cognitive. Donc on en a encore jamais parlé de la charge cognitive, mais c'est la capacité que ton cerveau a à traiter des informations en même temps. Et bah, le jeu vidéo, c'est un média qui demande quand même beaucoup de charge cognitive. Et bah, là, ce jeu en particulier, il te met dans les pattes une histoire avec des embranchements, avec 13 personnages principaux, avec des voyages dans le temps, des boucles, etc. Où en fait, une bonne partie du jeu, ça va être d'essayer de comprendre ce qui se passe. Qui te met déjà ça. Puis après, il te dit, oh, au fait, tu peux te battre avec des robots, mais tu vas pas pour te battre avec les 13 d'un coup, il va falloir que tu en sélectionnes 6 parce qu'il en y a un fonction de leurs système de affinités. chauffe aussi, Oui, un système et de en chauffe plus, où s'ils ont fait 2 combats, ils doivent cooldown pendant un autre combat. Et puis en plus, par-dessus, tu peux améliorer les robots. Par-dessus, tu peux améliorer les pilotes. Les pilotes, ils ont des habiletés qui vont se déverrouiller, qui font ils ont des synergies avec d'autres pilotes ou avec, avec certaines situations. Voilà. Donc ouais, là, ça fait beaucoup à gérer quand même d'avoir autant de trucs d'un coup. Alors même si le jeu l'amène petit à petit, ça fait une grosse charge cognitive et du coup, ce qui fait que le système d'amélioration, je l'ai un peu mis de côté au début, j'ai un peu tout amélioré pareil. hmm. Et bon, bah, au final, c'est passé, j'ai pu aller jusqu'au bout du jeu, mais un aspect du jeu que j'ai pas beaucoup creusé parce qu'en fait, ça faisait trop de trucs à gérer, quoi. Bah, moi, je l'ai pas forcément creusé jusqu'au bout du bout, parce qu'il y a certains trucs, par exemple, mais j'ai quand même fait des choix un peu dans ce que j'améliorais, et j'ai trouvé ça justement intéressant que le jeu. Moi, j'aime l'aspect fouillis, l'aspect. Enfin, pas forcément fouillis dans le sens. Il y a plein de trucs qui vont dans tous les sens, mais le fait qu'il y ait plein de possibilités qui te soient données, moi, je trouve ça génial. Et là, le fait que le jeu, du coup, ils te prennent pas pour un con, ils sont en mode ouais, bon, j'assume, tu vas avoir besoin de réfléchir pour jouer à ce jeu-là, et tu vas aussi avoir besoin de te connecter les neurones, non pas forcément dans un truc de réflexion énigmatique ou de puzzle game ultra dur, hein, mais dans le sens de mettre en lien tout ce que tu vois, les éléments, les machins, etc. Et, et avoir plein de, comment dire, plein de... Putain, merde, fais chier. Plein de petits micro-choix. Voilà, ouais, je reprends comme ça. Oui, voilà. Et voilà, le fait d'avoir plein par exemple, de petits choix, de petites touches de personnalisation que tu dois faire ici et là, etc. Ben moi, je trouve ça vraiment chouette. Et notamment, en plus, quand tu vois après qu'il y a certaines petites surprises dans les personnalisations, parce que je me souviens qu'il y a une arme ou deux ou un truc comme ça que j'ai amélioré, qui après deviennent un truc vraiment pété ou un peu plus puissant. Ou alors, non, voilà, quand tu débloques Oui, certaines quand tu améliorations, améliores 4 fois certaines c'est améliorations, tu en ça, débloques une autre. en fait, il te donne un autre type d'arme carrément de mémoire, et ça c'est génial parce
qu'en fait, on peut passer à côté, justement, en augmentant tout un peu au pif, on peut passer à côté ce genre de truc, alors qu'il y a des armes qui sont trop bien, et que finalement, après, on max Ouais, complètement, et on oublie canon, l'amélioration, enfin, on oublie l'arme qu'on avait améliorée jusque-là, tellement elle est naze comparée à la nouvelle. Donc, du coup, le canon à portée large de Natchan. Oh. oui, voilà, ça c'est waouh, 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 c'est génial. Donc non, le jeu est très bien. Enfin moi, est très riche niveau personnalisation pré-combat entre guillemets. Et bah, même les combats, eux, eh ben, ils sont plutôt chouettes. Pour finir sur la partie personnalisation pré-combat, moi, ce qui m'a vraiment sauvé en fait dans cet aspect charge cognitive, c'est le fait que le jeu te donne le choix de, bah, comme on disait au début, est-ce que tu, en fait, après chaque séquence, que ce soit de bataille ou d'histoire, il te ramène au menu principal et il te dit maintenant tu veux faire quoi? Tu veux faire une histoire avec un des 13 personnages? Est-ce que tu veux faire une bataille? Et il y a un codex aussi où tu as, d'un côté tous les éléments, tous les noms des personnages, etc., le résumé de tout ce que tu sais sur eux, et de l'autre tu as une chronologie, une frise de tous les événements auxquels tu as assisté. Et bon, bah déjà, ce codex est un sacré point d'accroche pour essayer de démêler tout ça. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment, pendant toute une partie du jeu, fait que de l'histoire. Et une fois que j'ai eu... ça m'a permis de décharger un peu de la charge cognitive. Et une fois que je me suis senti un peu plus à l'aise, j'ai repris le côté bataille. Et là, je me suis vraiment éclaté, en fait. Puis en plus, du coup, ce qui est assez cool dans les batailles, c'est que les personnages interviennent parfois pour une petite réplique ici, là, des trucs comme ça. Il y a un petit brief au niveau de chaque bataille où les personnages discutent entre eux, et donc du coup, tu comprends où est-ce qu'ils en sont vis-à-vis de l'histoire, parce que du coup, tu fais le lien avec ah ok, alors du coup, cette bataille-là, c'est ce qui se passe dans tel secteur en telle année que tu as vu dans l'histoire de Miura, par exemple. T'as même des dialogues qui ont lieu pendant les scènes de bataille que tu retrouves plus tard dans les scènes d'histoire. Voilà, exactement, ou des petits refs comme ça, etc. En mode oh, au fait, le CD que tu m'as prêté, il était vraiment bien. Ah, merci, enfin, ce genre de truc. Et donc, du coup, non, ça, c'est vraiment chouette. Et y a le lien est sympa, justement. Ça récompense un peu le joueur qui a bien suivi de se dire ah, d'accord, ça va là. Et ça n'empêche pas de réussir la bataille si on ne sait même. En fait, on peut très bien réussir la bataille sans même jamais comprendre en fait à quoi elles servent dans l'histoire. Mais du coup, on est satisfait de faire le lien en tant que joueur aguerri du jeu, du coup, de ah, ok, ça en fait c'était dans tel truc et tout. Ok, j'ai compris. Donc non, les batailles, le lien avec l'histoire est quand même bien parce que ça permet aussi à des joueurs qui seraient pas forcément accrochés complètement à l'histoire ou à l'inverse à bataille, de pouvoir se faire plaisir avec une partie du jeu tout en n'oubliant pas le lien qui les lie. Donc ça, j'avais trouvé ça chouette. Et donc voilà. Et puis du coup, tu voulais parler des batailles en elles-mêmes, de oui, comment ça se les passe. batailles en elles-mêmes. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc les batailles, c'est pas du tour par tour semi-dynamique, enfin je sais pas comment appeler ça, tu l'avais dit tout à l'heure le terme, c'est du semi-temps réel en quelque sorte. Ouais, c'est du active time battle comme ils disent dans les Final Fantasy en fait, c'est de la pause active. Et grosso modo, du coup, l'impression que ça donne aussi, c'est que finalement, en fait, on se rend compte souvent après coup que ouah, mais en fait, ça peut paraître redondant parce qu'à la fin de chaque bataille, ils disent combien de temps a duré la bataille. Alors toi, tu peux passer 1h30 dessus, on va dire putain, etc. Un peu en général, non, les batailles, c'est 10 minutes, c'est 5 à 10 minutes de jeu. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, tu peux passer un temps fou dessus. Mais à la fin, en tout cas, certains batailles, il y avait 10-20 minutes, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, réfléchir, quel mouvement, est-ce que je fais ça, là, etc. Et à la fin, bah, ton truc de score, il va te dire, oh, bien joué, tu as réussi la bataille en 45 secondes. Comment ça, j'ai réussi la bataille en 45 secondes, tu vois. Et en fait, c'est les 45 secondes du temps de jeu réel. Le temps de jeu actif, en fait, dans lequel tu n'es pas resté dans les menus. C'est ça qui est comptabilisé à la fin. Et c'est plutôt chouette, et notamment ce qui est plutôt agréable avec Trace Sentinel, c'est que du coup, le fait de choisir les équipiers permet aussi de choisir la configuration avec laquelle on va attaquer ou défendre les objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans nos équipiers, chacun du coup a certes ses compétences propres et tout, mais ils appartiennent à des catégories de méca, entre guillemets. Donc on va avoir les catégories 1, 2, 3 et 4, donc du coup, c'est en fonction en fait, de la période dans laquelle ils ont été produits. On va en avoir qui sont en attaque directe, combat corps à corps, d'autres qui vont être des sortes d'énormes snipers avec des méga rayons laser, d'autres qui vont être des méca volants qui vont être un peu plus taillés pour se barrer un peu vite en cas de genre de choses. J'en profite pour dire que ça c'est la
Gen 4, les mechas volants. J'adore leur design et j'adore que ce soit pas genre pack anti-gravité ou jetpack. Non, non, ils ont 2 énormes rotors qui leur sortent des épaules et c'est juste des gros hélicoptères et j'adore ça. Et ça, c'est stylé. Et le jeu, enfin, pour les designs aussi, même si on les voit pas sur l'écran de combat, parce que l'écran de combat, c'est genre juste une sorte de minimap avec des petits points qui bougent partout et qui explosent. On ne voit aucun détail de ce à quoi ressemblent en fait les combats pour de vrai, sauf T'as quand même, si on quand tu clique en sectionnes, fait sur ouais, les quand tu sectionnes les actions, t'as des petites boutons. vignettes animées des C'est ça. attaques et je trouve ça trop cool. En fait, pour rendre ça plus lisible, parce que sinon ce serait juste un bordel, et alors les ressources que ça demanderait à la Switch, ce serait juste pas possible, quoi. Mais pour rendre ça plus lisible, les combats, c'est juste une sorte de grosse mini-carte en sorte de 3D isométrique, où vous avez du coup les ennemis qui sont représentés par des carrés ou des ronds, en fait, en fonction de leur taille d'importance, et leur sac de PV, quoi. Et vous, pareil. Et donc, du coup, les déplacements, l'aspect visuel du jeu, il se fait beaucoup par l'imagination, ou alors le fait que quand on clique sur les petits carrés et que si on veut cliquer sur l'option de avoir les détails de tel ennemi, là on a un visuel de tel ennemi. Il y a des ennemis pour qui j'ai jamais fait, j'ai jamais su à quoi ils ressemblaient, mais ça m'empêchait pas de profiter de la situation de combat en fait et de les voir après dans le bestiaire de fin. Donc c'est pas cet aspect entre guillemets où il n'y a pas une identité marquée des ennemis qui soient là vraiment en permanence, c'est absolument pas dérangeant et au contraire ça rend le tout un peu plus lisible puisque l'un des aspects du jeu c'est que c'est justement très brouillon en quelque sorte, c'est un brouillon très étoffé, on va plutôt dire ça comme ça, puisque beaucoup de choses. Voilà, on a vraiment une sorte de système un peu de combo machin etc où quand on va péter les ennemis, ça va exploser partout. T'as un côté casino. Enfin voilà, un peu, oui, pachinko, voilà, il y a vraiment un côté un peu pachinko là, le jeu avec les billes. Quand tu lances les multimissiles là au milieu d'un groupe d'ennemis et qu'ils se mettent tous à exploser en boucle, c'est hyper satisfaisant. Mais je trouve que parfois ça nuit quand même un peu à la lisibilité. Il y a des moments où j'ai pu me tromper d'ennemis parce que t'as un gros groupe de machins où c'est tous des carrés de différentes couleurs. Et parfois c'est pas évident. Moi je trouve que justement ils ont été assez intelligents vis-à-vis de ça parce que moi, les seules situations, et je pense que c'est quelque chose qui t'est aussi arrivé aussi, où effectivement, on peut y avoir un manque de lisibilité, c'est quand les ennemis ont un bouclier. Quand les ennemis activent un bouclier qui les rend invulnérables, c'est pas juste ils prennent moins de dégâts, c'est genre, tu leur mets n'importe quoi, même un gros missile nucléaire dans la gueule, ils ont 0. Donc, c'est très chiant. Heureusement, fort heureusement, le bouclier, t'as des persos qui te permettent de les bloquer pour toi aussi, mais quand tu as des ennemis en face contre le bouclier, vaut mieux pas te tromper en les attaquant parce que sinon c'est juste une attaque gaspillée. Et le truc c'est que dans le flou en fait de la masse d'ennemis que tu as, parfois le bouclier, vu que c'est une sorte de qui produit le bouclier, il faut la trouver. C'est ça. En fait, il faut arriver à péter d'abord l'unité qui produit le bouclier pour qu'ensuite en fait le bouclier se désactive automatiquement sur tous les autres. Mais le problème c'est que quand tu as des ennemis avec le bouclier il se symbolise par quelque chose d'un petit peu semi-transparent, un peu couleur turquoise machin au-dessus des ennemis, sauf que les explosions, elles sont blanches ou bleues. Donc ouais, merci, mais du coup, comment tu fais pour voir si des ennemis ont bouclier alors qu'il y a tes potes qui ont déjà attaqué le groupe d'ennemis, entre-temps, il peut y avoir le bouclier qui a popé, toi, tu t'en rends pas compte, et donc tu gaspilles tes munitions pour rien. Donc ça, effectivement, c'est l'aspect lisibilité qui peut être un petit peu... qui peut un petit peu faire défaut, en l'occurrence, dans ce genre de cas, mais autrement, je trouve quand même que ça reste fluide, ça reste lisible dans la mesure où en fait les ennemis logiquement de toute manière sont plus grands en fonction de leur puissance et du coup les vrais ennemis importants, ceux que tu as vraiment besoin de mitrailler sec et de faire des attaques dans le dos parce que par exemple les attaques dans le dos elles augmentent la puissance des attaques ou ce genre de choses, ils sont suffisamment massifs sur la carte et eux pour le coup ils ont vraiment une forme d'ennemis. On va avoir des ennemis avec des aspects un peu passe de crabe ou ce genre de choses qui vont être inspirés de la guerre des mondes. Voilà, et tu pourras de manière ça je pense en parler dans les recos, la guerre des mondes. Et tu as des ennemis qui sont identifiables ou visuellement du coup ils ressemblent à quelque chose d'une certaine manière. Ceux-là tu sais que c'est les méchants, tu sais que c'est vraiment les grands méchants qu'il faut buter vite. Et les autres, ce qui est aussi cool dans cet aspect un peu pachinko, comme on a dit, le fait que ça pouille de partout, c'est que y a certains ennemis qui sont one shot en fait avec la moindre attaque de merde que tu fais et qui arrivent en masse et quel est l'intérêt de ça, tu me diras, à part faire du piou partout, c'est que ça met aussi en avant le fait que le jeu, il t'impose de réfléchir à merde, faut toujours que tu aies un personnage qui ait des attaques en stock en fait. L'important, c'est pas juste de faire des gros dégâts et de maxer des dégâts quelque part, parce que tu as des ennemis qui sont one-shot, même avec la première attaque qui consomme rien du jeu. Mais par contre,
bah, ces ennemis-là, ils continuent d'exister. Donc, si tu les attaques pas, en fait, même si tu les one-shot, bah, ils t'attaquent. Et là, tu prends cher parce que t'en as une valse qui t'arrive dans la gueule. Ouais, et Donc, puis du coup, il faut que tu arrives à avoir un perso qui va aller descendre le gros robot qui produit mhm. les petits. Pendant que les autres font des petites attaques de merde juste Et, pour défendre la base. et pendant que tu en as d'autres, c'est les Scorpides qui se mettent à l'autre bout de la map et qui te balancent Des missiles, etc. sur l'endroit que tu dois défendre. Qu'il faut se défendre en Mm. balançant des UM. Enfin, le jeu, je trouve, stratégiquement parlant, est quand même assez cool parce qu'il te permet enfin, je veux dire, enfin, de réfléchir, enfin, de faire des trucs qui ont du sens, enfin, il te pousse un peu dans tes retranchements sur certains aspects. Il y a des niveaux que j'ai dû refaire 3-4 fois avant d'essayer d'y arriver. Ouais, Donc, moi je m'en suis. Bon, j'étais en difficulté normale, mais j'y suis arrivé à peu moi, j'étais en près. difficile. Ah Difficile ouais, ou non, extra, difficile, ou j'ai je sais pas plus, fait. un truc comme ça. J'aime bien mettre les jeux en difficile. Donc, je sais plus si j'étais en extra ou en dur, mais. Ouais, bah t'as 3 modes, t'as facile, normal et difficile. Ah, bah, j'étais en difficile, c'est sûr. Mais Sûr à pour ce 100%. genre de jeu, je savais que c'était justement, je savais que c'était pas ce que je voulais avoir du Ouais, jeu, d'avoir une difficulté là-dessus. Donc c'est pour ça, je me suis dit, je me mets en normal. Normal, comme ça, tu profites. voilà ça, comme ça je profite. Mm. Et puis bon bah normal, je fais confiance aux développeurs pour me dire ça c'est le mode de jeu qu'on a prévu pour toi. Donc autant si je me fais chier, bon bah effectivement je peux augmenter un peu la difficulté, mais là en l'occurrence normal ça m'a suffi. Mm. Mais il y a un passage qui est vraiment très très bien dans la bataille, par contre, c'est la phase finale, le Mhm. boss de fin, Oui. où justement là il faut juste tenir le plus longtemps possible, et en plus ils te disent qu'il faut tenir genre 5 minutes. Oui. Mais 5 C'est minutes en énorme, réel, 5 minutes c'est de jeu, hein. énorme! Pas 5 minutes de réflexion dans les temps, etc. Ouais, c'est ça, Je les l'ai 5 dit tout minutes à en temps l'heure, réel de jeu. les trucs de durée moyenne de oh, bravo, t'as réussi ta partie et tout. Ou alors, oh, bien, tu as réussi ta partie convenablement. Elle a duré 45 secondes. Ah ouais, d'accord. Donc là, 45 secondes, c'est une bataille normale. Donc une bataille longue, waouh. Et comme tu dis, le niveau Et, de fin, et ils te le boss, balancent faut des pas le tuer. hordes! Faut juste survivre. Et alors là, Et ils te c'est balancent super des dur. hordes et des hordes d'ennemis, à tel Mm. point que la Switch, dès que tu déplaces, en fait, quand tu fais une attaque, ça sélectionne les ennemis, ça met un petit rond autour. Oui. Et il y en a tellement que la Switch, elle rame sa Ah race, ouais. elle en peut plus. Et quelque part, ça m'a, bon, comment dire, d'une bataille en temps réel, donc au final, tu t'en fous si t'as Mhm. 2 FPS, de toute manière, tant que t'as pas Mhm. appuyé sur A, le machin se relance pas. Mais il y a eu un petit truc méta de, waouh, c'est tellement que la simulation va bientôt planter. Bon, au final, mon jeu n'a jamais planté. D'ailleurs, une stabilité exceptionnelle. J'ai fait le jeu, il m'a fallu peut-être 50 heures pour le finir. Mhm. J'ai jamais éteint le jeu ou éteint ma Switch de toute la durée. Il m'a fallu peut-être 2 mois pour le faire. Pas eu un seul plantage. Quelques petites difficultés de framerate là comme ça dans les zones Mhm. très très chargées en bataille, mais pas eu un seul plantage. Vraiment Mhm. même magnifique. Et Et oui, ouais, donc non, non, la franchement, bataille finale, Mm. c'était incroyable. Et puis encore une fois, bah, vraiment, l'aspect. Non, tu vas pas tuer le boss, tu peux pas le tuer, c'est Ouais, tout. ouais. Donc juste, tu dois survivre en mode vague de zombies. J'ai trouvé ça plutôt cool en fait. Ouais, et puis t'es vraiment submergé, quoi. T'as Ah les ouais. missiles qui arrivent de Mm. toutes parts. En plus, moi, en normal, la plupart, je les faisais en tier S dès le début, quoi. Enfin, Ouais. c'était vraiment... C'est Alors que facile. là, Alors que là, la vache, t'as vraiment... En plus, t'as ton terminal qui a un pourcentage de vie. En fait, les ennemis, ils attaquent pas mm, tes robots de base, ils attaquent ton terminal. Et il faut que tu défendes le terminal. Et là, il diminue. À la fin, il devait me rester 30% de terminal, un truc ah, comme moi je ça. l'ai fini avec genre 5% de Ah terminal ou ouais, ouais. 3%. Enfin, en difficile, ce truc-là, je l'ai recommencé je sais pas combien de fois, hein. Ah ouais, Ah, ouais. c'était vraiment hardcore. Mm, C'était mm, mm. Bon. incroyable. Après, il y a un autre aspect, enfin, je sais pas si tu as encore autre chose à dire sur l'aspect Non, bataille, sur l'aspect bataille, j'ai tout dit, je pense. mais peut-être les musiques. Ouais, les Les musiques, en tout musiques. cas l'ambiance sonore du jeu, qui, bah, je trouve, est quand même assez... Enfin, ça m'a plu. Moi, personnellement, ça m'a plu. Mm, Les musiques, on va être dans quelque chose d'assez électronique, etc. Bah, logiquement, tu vois, mm. ça va avec le thème. Et elles sont plutôt cool. Il y a même Ouais. eu des remixes, alors pour ceux qui recherchent bien, etc. sur le net. Il y a eu des sortes de remixes officiels, hein, de la BO du jeu, ou quelque chose comme ça, qui sont sortis aussi. Euh, donc, ça... C'est particulier. Mm. Il n'y a aucune musique avec des paroles, sauf une dans le jeu, une qui est très bien. Et je Mm. pense qu'on clôturera par celle-là, du coup, qui Bah, sera notre petit instant musical. bah, c'est peut-être même celle que vous avez entendue en entrée Voilà. avant. Je pense qu'on va mettre celle-là Ouais, ouais, en je pense intro. qu'on va être Ouais. celle-là en intro. On va faire comme le jeu, tu vois, on va la Mm. mettre. On va remplacer le générique par ça. Et, euh, et donc, bah, cette musique-là, c'est la seule musique avec des paroles du jeu. Et qui, en plus, du coup, détonne parce que, du coup, elle a une vibe très années 80, un peu japonaise et Oui, tout, parce vite que c'est fait. la musique version années 80, je crois. C'est ça, voilà, c'est une musique qui date de cette époque-là. Et
Et en fait, la surprise qu'on a, c'est par exemple dans le jeu, bah, c'est la saison 2, enfin saison 2, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la deuxième vague d'ennemis, ouais. Voilà, le deuxième vague d'ennemis avec le 10e combat, où d'un coup, en fait, bon, bah, pareil, du coup, avec cet aspect de, oh, les personnages influent un peu dans les combats aussi, avec leur propre histoire, c'est, oh, on venait d'apprendre que l'autre, c'était une chanteuse et tout, dans la frame d'avant, dans l'histoire. Ouais, en fait, Et, c'est la meuf, c'est une IA, mais elle est dans la station spatiale qui orbite et elle va bientôt perdre le contact pour genre une quinzaine d'heures en nous disant il va falloir que vous surviviez encore 15 heures pour que je revienne de l'autre côté et qu'on arrive enfin à battre les kaiju. Et t'as un personnage qui lui dit bah, tu sais quoi, avant de partir derrière l'horizon, chante. chante-nous une chanson, puisque de manière, t'es chanteuse, tout, ça nous mettra dans l'ambiance. Mhm. Et donc, du coup, elle chante la chanson pendant toute cette chanson, en fait, on Pendant a le tout le combat. Et combat, c'est ouais. trop stylé parce qu'on s'y C'était attend trop tellement bien. pas en plus. Ouais. Et en plus, le combat en lui-même, c'est pas un combat avec un boss remarquable ou quelque chose comme ça. C'est un combat, enfin, je trouve, qui s'inscrit comme dans la lignée d'autres, donc qui pour moi Mhm. était relativement anecdotique, parce que j'ai trouvé que d'autres combats pouvaient être un peu plus difficiles dans la manière Ouais, ouais. dont ils te poussaient dans tes retranchements en termes de stratégie ou ce genre Bah, de choses. et en fait, ce combat, c'en est Et un de ceux où ton terminal, il est vraiment collé à un mur de la map. oui, Donc, tous les ennemis, ils arrivent de l'autre côté. Et en vrai, même si l'objectif à abattre, il est tout au bout de la map, c'est bah, beaucoup plus facile. bah oui, parce qu'en fait, le terminal, le problème, c'est quand il est prêt d'assaut de toutes parts, alors que là, t'as qu'une seule ligne de défense à tenir, donc ce qui fait que le combat est pas forcément mémorable en soi. Par contre, bah, le fait qu'il y ait la musique justement comme ça, bah, je trouvais Après, ça vraiment au génial. contraire, j'ai trouvé un peu mémorable dans le sens où, bah, comme il y avait la musique et il y avait le truc de c'était pas trop difficile, du coup, t'as vraiment la dopamine de pa, ça explose dans tous les Ouais. sens, t'es trop fort et tout, il y a Non, la mais justement, musique. oui, bien sûr. C'est C'est ça qui le ça, rend mémorable, c'était justement, c'est toutes ces incroyable. interventions-là, Mm. parce que le combat enfin, la difficulté en tant que telle du combat, elle ne l'est pas forcément. Enfin, c'est ça que je voulais dire par là. Mais Ouais, oui, du ouais. coup, on se rejoint. Et bon, mis à part ça, mis à part cette musique chantée, je trouve que la BO du jeu fait bien son taf. Mm. On est quand même bien pris dans l'ambiance et il y a des donc c'est des musiques qui peuvent être aussi paradoxalement relativement calmes, hein, Mm. et puis d'un coup, hop, on va avoir une petite poussée d'adrénaline dans la musique qui va parfois bien coïncider avec les situations de combat dans lesquelles on est. Et non, franchement, Ouais, moi, c'est peut-être pas une musique il y a du bon c'est pas une taf. musique qui m'est restée. Bon, Mm. je dis qui m'est restée. J'ai fini le jeu, c'est hier soir à 23h30. Je trouve vraiment. Donc, qui m'est resté, je suis encore dedans. Mais je pense pas que c'est des musiques qui vont foncièrement me rester en tête Mhm. longtemps après. Mais effectivement, elles habillent très très bien. Et autant j'ai pu faire la critique sur Détroit, sur les musiques pas terribles. Voilà. Mhm. Autant là, je trouvais que les musiques étaient bien, quoi. Ouais. Elles sont pas mémorables, mais elles habillent vraiment très très bien le Mhm. jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a Ouais, je crois qu'on a fait le pas tour. mal fait le tour, oui. Ah ouais, bon, là ça fait partie des petites, hop, les petites cacahuètes qu'on balance à la fin. J'ai beaucoup aimé donc le fait d'utiliser beaucoup de tropes de SF différents. Hmm. J'en ai déjà parlé, j'en reparle, j'adore la SF. Il y a ce trope enfin ce trope du coup, c'est le concept de la sonde autoreproductrice qui est très peu utilisé en SF justement et que je trouve génial. Et je trouve ça trop bien qu'il l'ait utilisé. Ce truc de, bah, en fait, on fabrique une sonde qui a la capacité de s'auto-dupliquer à partir de matière qu'elle va trouver dans l'espace, dans les astéroïdes, etc. Et que du coup, à partir d'une sonde, au bout de quelques millions d'années, on a des milliards de sondes dans toute la galaxie. Je trouve ça trop bien comme idée. Alors bon, comme un peu tout le reste, j'ai l'impression que le jeu se pose pas beaucoup de questions sur les thèmes de SF qu'il aborde. Parce qu'on a parlé des clones, on a Mhm. parlé de tout ça. Le thème de l'identité, ça pourrait être une vraie question. Parce que Mhm. même, t'en as qui sont amnésiques, du coup, ils se font implanter une fausse identité. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont des souvenirs de leurs anciennes incarnations, machin. Mais en fait, tous les Euh, personnages font comme si c'était normal, en Comme mode ouais, ça. ok, vas-y, ouais, t'as amnésique. Ouais, alors bon, la suite, on va buter quel méchant là? C'est un peu ça. Ouais, ouais, le thème de l'identité, ou même, bah voilà, machin qui se fait implanter ses souvenirs dans dans un robot, et puis ensuite dans un terminal et machin, et bah c'est toujours considéré comme la même personne, il n'y a pas de remise en question de, bah peut-être que t'es juste une copie, peut-être que t'es pas la réelle personne Mhm. d'origine. Enfin, c'est des thèmes qui sont très souvent abordés, là au contraire, en science-fiction, et qui sont là abordés, enfin, comment dire, Enfin, il y a qui sont présentés qui mais qui sont sont pas présentés mais abordés. pas abordés. Mm. C'est pas un sujet en fait. Et donc il y a énormément de thèmes de science-fiction comme ça qui sont présentés mais pas vraiment poussés. C'est pas vraiment un sujet. Et bon bah la sonde autoréplicatrice ça en fait partie parce qu'on pourrait se dire bah une humanité qui s'est détruite à cause de robots, peut-être qu'elle n'a pas elle pourrait avoir une réflexion sur elle-même de se dire peut-être qu'on va pas créer des machines qui vont littéralement ronger la galaxie
à se dupliquer. Enfin, c'est le truc de tu pars de 2 lapins, en une année, tu as des millions de lapins parce qu'ils se Mm. sont reproduits à un rythme effarant. Et là, c'est exactement ça. Et ça pourrait être. C'est le thème de Universal Paperclips, qui est un petit jeu web, un jeu incrémental, une espèce de cookie clicker, où justement à la fin tu finis par faire des sondes autoréplicatrices et faire des milliards Mm. enfin voilà, l'univers entier est composé de trombones. Et donc là, pareil, c'est bon, bah on l'a fait. Et on nous montre la première réussite de ce projet-là, mais potentiellement, il y a des milliards de sondes qui sont dans la galaxie, qui cherchent des planètes, et potentiellement des 13 sentinelles, il y en a partout. Mm. Donc voilà, je trouvais ça chouette que ce soit abordé, mais un peu dommage que ce soit pas vraiment poussé comme tout le reste des thèmes de SF qui sont abordés, quoi. Mm. Euh, Donc, Bah voilà, avant de nous voilà. quitter, Oui. peut-être on peut faire des recos. Est-ce que tu Euh, as des choses à nous proposer? alors là, pas forcément qui me viennent en tête. Bon, les développeurs ils ont sorti un autre jeu après, hein, qui est Unicorn Overlord, mais que moi j'ai trouvé euh, très intéressant d'une part et absolument pas de l'autre, donc assez mitigé, hein, en somme, Ouais. puisque du coup on va avoir une histoire qui est complètement aux fraises, enfin, je veux dire, des chara design et une DA qui est vraiment naze. Donc j'étais vraiment très déçu sur cet aspect-là, parce que du Ah coup ouais. on a vraiment quelque chose qui est extrêmement générique, Ouais, parce que dans un autant. style un peu fantasy moyenâgeux, un peu mais que tu as déjà vu partout ailleurs, Ouais, plus parce que le... autant là, très Sentinelle, on peut regretter certains chara-design, autant la DA est vraiment magnifique. Ouais, Et là, complètement. tu dis que Là, il y la a DA. vraiment, ça a vraiment de la Ouais. gueule. Et ils essayent un petit peu de se donner un genre dans celui d'après, hein. D'une certaine manière, avec une bonne gestion un peu des lumières quand même et tout, sur certains décors et Mm. tout. Mais en fait, enfin, je veux dire, la DA des personnages en eux-mêmes est aux fraises, parce que c'est ultra caricatural. Et là, on parlait vite fait du fait que dans 13 Sentinelles, oh bon, bah le short de la meuf, là, il soit un petit peu court et que ça fasse limite taille culotte. Bon, bah ok, d'accord, ouais, bon, il y a un peu de fan service et tout. Bon, on a un peu attaqué 13 Sentinelles là-dessus en premier lieu. Bon, dans le jeu d'après, c'est vraiment bon, les meufs, enfin la vision des meufs, c'est ultra caricatural et il n'y a pas beaucoup de variété dans leur comment dire, dans les formes, tu vois ce que je veux dire. Alors Mm. que d'une certaine manière, bah, dans 13 Sentinelles, on va avoir un ou deux personnages, par exemple là, l'autre, la fille, là, Miwako, ouais, qui Miwako, a une voilà, corpulence un peu plus. qui Elle est est, un peu plus voilà, corpulente. qui est un peu plus corpulente. Donc, enfin, dans un jeu japonais, quand les meufs sont toujours toutes ultra, méga, ultra fines, bon, bah, une meuf qui a un peu plus de hanches ou de cuisses, mais qui s'est présentée genre comme étant normale et tout, bah, c'est Bon, qui est mis en avant après, comme personnage principal, bon, la voilà. meuf, la meuf qui a un peu plus de cuisses, c'est la meuf qui passe son temps à dire qu'est-ce qu'on bouffe ce soir. Ah oui, c'est vrai, Bon. putain, ouais, t'as raison. Ah, putain, c'est vrai. Bref, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais bon, ouais, tout ça pour dire que dans le jeu d'après, bon, c'est là la caricature, pof, c'est encore un cran au-dessus. Par contre, du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, on a derrière, donc effectivement, dans leur production d'après, quelque chose ultra caricatural au niveau des personnages, une histoire complètement aux fraises, un peu oubliable dès le début. Mais en parallèle, on a un système de combat qui est un peu cool, parce que bah ils ont creusé un truc en mode bah les combats du coup c'est les prédictions de combat, c'est-à-dire que tu vas d'abord maxer tes persos, tu vas essayer de réfléchir à quelles aptitudes leur fait et tu vas dire l'ordre dans lequel tu vas faire telle aptitude, mais ce de manière générique, c'est-à-dire pour chacun des combats. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas rentrer en combat contre quelqu'un, ils vont faire les trucs que tu leur as dit d'enchaîner au préalable dans tes ordres initiaux. Et donc du Mm. coup les combats ils vont toujours agir tes persos vont agir de la même manière, mais juste bah du coup ce qui a changé ça va être l'interaction et la manière dont les ennemis vont Mm. réagir face à tes interactions. Et du coup bah tu n'influes pas sur les combats ils se passent comme ça, tac. Et tu as juste à prévoir à l'avance ce que tu voudrais que tes persos fassent, et après bah t'es confronté au résultat. Et donc, tu vois, il y a des idées cool quand même Ouais, ouais. dans leur prochain jeu. Mais parallèlement, bah, enfin, je veux dire, la qualité de l'histoire est naze. Les personnages sont caricaturaux au possible. Et vraiment, là, je prends pas de pincettes, c'est vraiment toutes les meufs sont là juste pour être, enfin juste pour bander sur les héros en fait, tu vois, et avoir des gigaformes là où les Japonais veulent qu'ils les aient quoi. Mm. Donc enfin c'est un peu lourdingue quoi. Donc Mm. voilà, s'il y en a qui s'intéressent aux autres jeux du studio, en tout cas, celui qui est sorti après, il peut être bien d'un point de vue gameplay, ça peut être intéressant. Et moi, je l'ai fini jusqu'au bout. Donc il y a des choses qui m'ont plu quand même, sinon je serais pas resté. Par contre, bon, bah, vous attendez pas un miracle. Et là où, en fait, il a échoué, là où 13 Sentinelles a réussi, c'est-à-dire avoir
des phases de combat qui sont bien et une histoire qui est bien et qui est intelligemment construite, là où il n'y a même pas un simulacre d'histoire ou de caractérisation des personnages dans leur jeu d'après. Et toi donc, tes recos? Moi, en ce moment, je suis en train de lire La ville dans le ciel de Chris Brookmere, qui m'a été offert par notre ingé son, que je salue, coucou, Fanny, qui m'a beaucoup parlé, enfin déjà qui me parle beaucoup, mais surtout qui m'a beaucoup rappelé 13 Sentinelles en fait. Du coup, je jouais au jeu en même temps que je lisais le bouquin, et j'avais un peu des éléments qui revenaient d'ambiance, pas exactement d'ambiance, mais bref, de thèmes de SF qui revenaient et qui me parlaient bien. Donc c'est une très bonne lecture, donc je vous le recommande. Et puis j'ai parlé un peu plus tôt d'Universal Paperclips. Je n'avais pas forcément prévu de le recommander, parce que c'est un jeu rigolo, mais c'est pas non plus, comment dire, c'est pas dans la lignée de ce qu'on peut vous présenter là, c'est vraiment particulier. Mais voilà, c'est gratuit sur navigateur, alors je sais plus, sur mobile, je crois que ça coûte 5 €, mais sur navigateur, c'est gratuit. Donc essayez-le, c'est une bonne introduction aux valeurs numériques absurdes, en fait. À quel point l'univers est vaste. Et en même temps, c'est un clicker assez rigolo, ça vous prend une après-midi. Voilà. Alors sur ce, je vais vous souhaiter un très bon mois. Et on se retrouve du coup le mois prochain, normalement pour Persona 5. On a un peu mélangé notre ordre d'enregistrement parce que pour des raisons de planning. Mais normalement, le mois prochain, c'est Persona 5. Et pour un dernier épisode de saison en plus. Ouais, alors pour vous, ça ne changera pas grand chose, on pourra en reparler au moment de Persona 5. Normalement, le rythme de parution sera ininterrompu. Mais voilà, nous, on a séparé en saison. Persona 5, c'est la fin de la saison. Allez, à bientôt. À la prochaine.